Le prévenu Joseph Kabila Kabange avait aussitôt concrétisé exprimé lors de cette interview par son arrivée à Goma. Peu après l'occupation de celle-ci par la coalition AFS M23, aussitôt dans la ville, il entreprit d'organiser sans tarder la coalition AFS M23 par la convocation de plusieurs réunions dans le but de galvaniser ses collaborateurs. Il a été remarqué dans ces réunions la présence du journaliste Kikayabin Karoubi, son chargé de communication, du député national Nyarugabo, de M. Bertrand Bissimoa, M. Saïba, ancien DG de l'OGFREM, M. Corée Naga lui-même, lesquels étaient venus tous faire allégeance à leur autorité suprême. Il a lieu de signaler ici que le prévenu précité ne convoquait pas ces réunions pour y parler de la paix, mais celles-ci étaient de véritables réunions d'état-major qui décidaient de la conduite des hostilités. Cela est d'autant plus vrai que parallèlement à ces réunions, la coalition AFS M23 a fortifié ses positions, multiplié les attaques et les exactions contre la population civile. Ensuite de ces réunions, il effectua des inspections dans les centres d'instruction, d'abord à Rumangabo, où les troupes étaient en formation, puis à Tchanzu, dans les territoires de Rutshuru, en passant par Ruwengeri au Rwanda, où il avait clôturé la formation militaire des civils recrutés des forces. À Bukavu, dans la province de Sud-Kivu, le prévenu précité avait également mené les mêmes activités. C'est alors que tout le pays avait réalisé que ce qui se murmurait à l'oreille sur le prévenu Joseph Kabila Kabange était bel et bien une réalité. En effet, celui-ci avait toujours été, bien qu'étant président de la République démocratique du Congo, le chef incontesté de tous les mouvements rebelles qu'a connu le pays depuis la rébellion de Mutebushi, en passant par celle du coup d'abattoir, du M23, défait en 2013, jusqu'à l'actuelle coalition AFS M23, dont il est le pourvoyeur en argent provenant de l'immense fortune acquise pendant les 18 ans aux fonctions de président de la République démocratique du Congo. À ce propos d'ailleurs, M. Eric Nkuba, cofondateur de l'Alliance Fleuve Congo, en réponse aux questions lui posées lors de son interrogatoire d'état-major de l'ancien, en date du 5 janvier 2024, avait alerté le pays sur la responsabilité réelle du prévenu Joseph Kabila Kabange dans les conflits armés qui déchiraient le territoire national dans sa partie orientale, en déclarant avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu celui-ci confié à M. Corée Nanga au cours d'un entretien téléphonique, que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Cependant, le prévenu avait conseillé au Rwanda de ne pas exécuter ce plan, qui allait faire de la victime un héros national, mais de le chasser plutôt du pouvoir par un coup d'État. Il a été constaté que toutes les vidéos projetées révélaient aussi bien son soutien inconditionnel à la coalition AFC M23 et l'allégeance de ses collaborateurs envers lui. Il est donc clair que le prévenu Joseph Kabila Kabange entretenait et entretient des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère hostile à la RD Congo, et qu'ensemble avec Corneille Nanga ainsi que d'autres membres de la coalition AFC-M23, il envisageait de renverser par les armes le régime constitutionnel en place. Des vidéos, des documents versés au dossier de la cause et exploités par la haute cour militaire mettent en évidence les activités du prévenu Joseph Kabila Kabange depuis son arrivée dans la partie occupée et décrivent les abominations perpétrées par lui à travers la coalition AFC-M23
avec le soutien du Rwanda dans les espaces de la province du Nord Kivu et ceux de la province du Sud Kivu occupés. Il s'agit des éléments ci-après, les documents de la commission mixte SADC et AC, les rapports du mécanisme conjoint de vérification, les rapports sur les violations et atteintes aux droits de l'homme du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les documents éveillés de la conscience de la population, les vidéos contenant l'interview du prévenu au Sunday Time en Afrique du Sud, la vidéo contenant les déclarations de M. Kikaya Bin Karoubi, attaché de presse du prévenu, Joseph Kabila Kabange, la vidéo contenant les déclarations faites par le ministre Mourouhindo Zang, les vidéos de la réunion tenue par le prévenu Joseph Kabila Kabange aussitôt à son arrivée à Goma. La vidéo contenant des images de réunions tenues par le prévenu Joseph Kabila Kabange aussitôt à son arrivée à Goma. Aussi, les rapports établis par le bureau conjoint révèlent que le 3 mai 2025, la coalition APS M23 a lancé une attaque aérienne ciblée par le largage de 5 bombes dans le camp de déplacés de Lushagala et de Mugunga, qui causa des pertes en vie humaine de 31 personnes, en l'occurrence les nommés Yabibienda, Nyarasiba Mana, Bébé Masseri, Bébé Salama, Bébé Akisante Boré, Bébé Asfiwe, Bébé Mahoro, Bébé Anisalima, Bébé Piska, Bébé Nera, Bébé Fura, Bébé Sifa, Bébé Daïre, Bébé Sifa, Bébé Toumoussifou. Bébé, ici moi, Monsieur Mouhungu, Monsieur Jonas Luneo, mérite Namaj. La même attaque a provoqué des blessures graves sur 21 autres personnes civiles, dont les noms il y a Adeline Tougoube, Noël Ndole, Jojo, Samuel Moïse, Ope Mubuya, Matea Moussala, Jamar Murangania, Mapenzi, Kabumba, Nema, Théophile, Imani Nabo. Le 9 février 2025, 13 jours après la prise à force ouverte de la ville de Goma, en date du 27 janvier 2025, des milliers de déplacés internes vont subir une déportation forcée depuis les camps de Bulengo, Chagala et Kanyarutunya vers une destination inconnue et c'est en violation des conventions de Genève protégeant les personnes civiles. Le 11 février 2025, à Niragogo, plus précisément dans la localité de Kiziba 2, le terrorisme de la coalition APS M23 ont exécuté sommairement le chef de localité et 3 membres de sa famille. Le 25 février, toujours à Niragogo, mais dans la localité de Gangi, ils vont commettre l'homicide collectif de 15 hommes, brûlés vifs à l'intérieur d'un bus. Le 28 février 2025, ils ont lancé une attaque contre l'hôpital CBCA Nocho. Cette attaque sera suivie de l'enlèvement et de la détention de 116 patients soupçonnés d'être des militaires ou affiliés à l'armée nationale. Le 11 mars 2025, un mois après la prise à force ouverte de la ville de Bukavu, le 11 février 2025, 5 éléments de la coalition APS M23 ont violé en présence de son fils une femme, précisément au camp militaire de Sayo. Le 3 mars 2025, les éléments de la coalition APS M23 ont torturé un homme âgé de 22 ans. Le suspecté d'être en contact avec les FARDC. Le 18 mars 2025, ils ont à Bukavu violé une femme lors d'une inquisition effectuée dans un centre médical. Le 25 2025, ils ont dans le territoire de l'Ouaroum, précisément commis l'homicide intentionnel de 17 civils, dont les 10 qui après ont été identifiés. Taourou, Mugula,
Bisimwa, Pin, Moine, Gobe, Machane, tels sont les faits pour lesquels le prévenu a été renvoyé devant la haute cour militaire. De l'analyse des faits selon leur matérialité. Dans leur ensemble, les parties civiles s'accordent sur le fait que le prévenu Kabila Kabange a effectivement par l'interposition de la coalition Absolue 23 commis les faits lui reprochés par l'organe de la loi et que ces faits ont causé d'énormes préjudices à la République démocratique du Congo et qu'elles sont d'ordre moral, matériel et financier et méritent une réparation équitable. Pendant certains conseils, la partie civile est du Congo. Cependant, certains conseils, la partie civile est du Congo, entre autres, Maître Bondo Bonchi, Jean-Marie, Kabengele Ilunga, et Maître Bondo Bonchi, Jean-Marie Kabengele Ilunga, et Samuel Limoine Mpaka sont allés plus loin, en affirmant que selon eux, le prévenu Joseph Kabila était un étranger, plus précisément un sujet rwandais. En appui de leur position, ils ont allégué que l'organe de la loi n'a pas prouvé la détention par les 10 prévenus d'un certificat de nationalité congolaise, alors qu'il le poursuit pour l'infraction de trahison sur pied de l'article 180 du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. En outre, ils ont produit devant la haute juridiction des témoignages, notamment celui du professeur Ngoï Moukena, ancien ministre de la Défense nationale et ancien combattant, de l'honorable Willy Mishiki, sur Bossolo, la politique, du 16 juin 2025, en rapport avec l'identité congolaise du prévenu. Quelques écrits de chercheurs de portée internationale et des documents dont le pacte de Nairobi 2007 et le pacte de Nairobi sur la stabilité des pays des Grands Lacs en 2013, sur lesquels le prévenu Joseph Kabila Kabange avait apposé les lettres AKH comme signature qui, selon eux, représentaient son vrai nom Hippolyte Kanambe. Enfin, dans le cas d'espèce, ils ont également prétendu que ce dernier, qui est fondateur et financier du mouvement terroriste AFC-M23, était également le pourvoyeur en moyens financiers des mouvements rebelles qui sèment terreur et mort d'hommes dans la partie est de la RD Congo. Moyens financiers puisés dans le gigantesque patrimoine qu'il s'est acquis depuis 2001 jusqu'à ce jour. Tirant les conséquences de leurs allégations, ils ont sollicité de la haute cour militaire de se prononcer sur la nationalité du prévenu et par ricochet sur la réqualification des faits de trahison retenus par le ministère public en fait d'espionnage prévu et puni par les articles 185 du Code pénal congolais et 129 du Code pénal militaire, et de les priver, c'est-à-dire de confisquer, sous réserve de biens nécessaires à la survie du prévenu, ainsi que de ses dépendants et tous ces biens qui lui facilitent la commission des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Par ailleurs, plaidant après la réouverture des débats, les parties civiles ND Congo, la partie civile ND Congo, a, par la bouche de ce conseil, Maître Bondo et Kabengele, allégué que la haute cour militaire devait faire application de la peine de la confiscation spéciale comme peine complémentaire facultative afin de retirer au prévenu la capacité financière de soutenir le terrorisme et les activités subversives. Un autre de ces conseils, Maître Kaleni, bien qu'il soit du même avis que ces deux précédents confrères, a sollicité que la Cour des séance ordonne cette confiscation conformément au prescrit de l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 71/081 du 2 septembre 1971 relative à la confiscation des biens des personnes condamnées pour vol de substances précieuses, qui dispose qu'en cas d'infraction au décret du 20 avril 1978, tel que modifié et complété par l'ordonnance loi numéro 22 et 56, respectivement du 12 et 31 décembre 1969, tendant à renforcer la protection contre les vols
de substances précieuses. En outre, la même partie civile, donc RD Congo, a, par le canal de ce même conseil, sollicité de la haute cour militaire de ne pas faire application de la peine de mort, mais de peines prévues au statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale conformément à l'article 77 qui a établi la nomenclature suivante, à savoir A. Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus, une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient, avec possibilité d'application de peines complémentaires et de preuves, la confiscation de biens et avoir tiré directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Pour le compte de l'ONG, de l'Organisation non gouvernementale de défense des victimes de crimes sans frontières, et l'aspect d'action d'accompagnement de veuves, orphelins, victimes de guerre, Maître Kassongo leur conseille, s'ajustant de la matérialité des faits incriminés, s'est borné à déclarer que le prévenu était auteur et responsable de préjudice causé par les crimes du reproché. Pour l'organe de la loi, tous les faits reprochés aux prévenus précités sont établis. La haute cour militaire devra donc les condamner quant à ce et confirmer la mise sous séquestre de ces biens, conformément à l'article 130 du Code pénal militaire. Pour étayer sa position, il a produit devant la dite juridiction, à titre de preuve, des vidéos, des interviews qui révèlent sans embâche l'implication du type revenu dans la guerre de l'Est du pays, en tant que chef de la coalition AFS M23, dont les membres s'illustrent par des actes de terrorisme qui mettent à faire à sang cette partie du pays, ainsi que le décret, les rapports qui font état des atrocités commises par la dite coalition. En outre, contrairement aux allégations de la partie civile RD Congo, il a soutenu que le dit prévenu avait assumé sous le nom de Joseph Kabila Kabange des hautes fonctions au sein de FARDC. À l'époque, de FARDC, donc Forces armées de la République démocratique du Congo, à l'époque où il était militaire, avait été candidat président de la République du Congo, fonction suprême occupée par lui pendant 18 ans, et s'est vu octroyer le statut de sénateur à vie. Ce qui sous-entend qu'il est congolais, étant donné que toutes ces fonctions ne peuvent être exercées que par un individu de la nationalité du pays. Enfin, il a affirmé avoir obtenu du Sénat l'autorisation de poursuite du prévenu sous ce même nom connu. Par ailleurs, tout en maintenant le cadre défini par l'acte de saisine de la haute cour militaire, l'organe poursuivant a néanmoins jugé légitime la demande de la réqualification des faits de la dite partie civile, d'autant plus a-t-il indiqué qu'il existait en droit un principe selon lequel la juridiction était saisie des faits et non de leur qualification. S'agissant de la mise sous séquestre de biens du prévenu ordonné par les magistrats instructeurs de la Cour, située de l'article 130 du Code pénal militaire, l'organe de la loi a sollicité de la juridiction des séants de la confirmer. En dépit des allégations des parties civiles évoquées si haut faites après l'ouverture du débat, l'organe de la loi a maintenu sa position. Pour sa part, la haute cour militaire, appréciant les positions de deux parties au procès, c'est-à-dire l'organe poursuivant et les parties civiles dans leur ensemble, constate que celles-ci sont unanimes sur l'implication, c'est-à-dire sur la responsabilité pénale du prévenu Joseph Kabila Kabange en tant que chef de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 pour les faits commis par celle-ci. Cependant, elle diverge sur l'interprétation des faits par rapport
à la nationalité du prévenu, laquelle influe sur la requalification éventuelle des faits de trahison en espionnage. En effet, pour certains conseils de la partie civile, RD Congo, le prévenu étant un étranger, la haute cour militaire a le devoir de requalifier les faits comme il entend, contrairement au ministère public, lequel entend maintenir son cadre lequel entend maintenir son cadre de saisine tout en proposant au tenant de la requalification pour extranéité du prévenu de s'adresser au gouvernement conformément à l'article 29 de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité. La haute cour militaire note que les parties sont libres de présenter leurs observations au cours d'une procédure et partant sollicitées par leurs conclusions la qualification correcte des faits. Elle rappelle que le juge est saisi in rem et in persona. En d'autres termes, le tribunal ne peut juger que les seules personnes régulièrement citées ou sommées ou mises en accusation et pour répondre de seuls faits qui leur sont expressément imputés par l'acte qui saisit la juridiction pénale. Là, il y a une jurisprudence qu'il faut lire, peut-être Antoine Rubens, vous trouverez ça à la page 106. Elle admet qu'il appartient donc au juge de donner au fait leur qualification. Cependant, contrairement à la procédure pénale ordinaire, l'article 256 du Code judiciaire militaire, qui traite de la requalification ou des disqualifications des faits au cours d'une instance, ne reconnaît ce pouvoir au seul président de la juridiction. Selon cette disposition, le président peut poser d'autres questions subsidiaires. S'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré soit comme un fait puni d'une autre peine, soit d'une infraction des droits communs. De ce qui précède, la haute cour militaire ne fera pas droit à la démarche de la partie civile RD Congo. Elle ne pourra statuer que sur les faits et la personne telle que reprise dans la décision de renvoi qui l'a saisie. Quant à la confiscation des biens du dit prévenu sollicité par la partie civile RD Congo, la haute cour militaire rappelle de prime abord que la confiscation spéciale est définie comme étant la mainmise de l'État décidée par une juridiction pénale de jugement sur un ou des biens appartenant à une personne condamnée. Là, vous pouvez lire la doctrine. Là, Jean-Pierre Fouffet qui a écrit. Elle est réglementée par l'article 14 du Code pénal congolais et s'applique uniquement aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre quand la propriété en appartient au condamné, aux choses qui ont été produites par l'infraction. La confiscation spéciale est obligatoire lorsque le législateur impose au juge le devoir de la prononcer. Facultative lorsque celui-ci laisse à celui-là, laisse à celui-ci la possibilité de la prononcer ou pas. La même doctrine, Joffre, passe en 518, vous pouvez aussi lire le professeur Yabirungu dans son traité de droit pénal congolais, à la page 389. Cependant, dans les cas d'espèce, la juridiction de CIA constate qu'en dépit des allégations de la partie civile du Congo et des autres parties civiles d'ailleurs, le prévenu est poursuivi pour des infractions qui ne prévoient pas la peine complémentaire de confiscation et ne prononcera donc pas la confiscation sollicitée faute de base légale. En ce qui concerne la confirmation de la mise sous séquence de biens du prévenu Joseph Kabila Kabanga, sollicité par l'organe poursuivant,
La haute cour militaire note en effet que, se conformant à l'article 130 du code pénal militaire, le magistrat instructeur, à l'occasion de l'instruction du dossier judiciaire RMP numéro 0952-LB-25, ouvert à charge de l'équipé de Joseph Kabila Kabange, a mis sous séquestre certains biens meubles et immeubles supposés appartenir à ces derniers, dont la liste est versée au dossier de la cause. Il en est de même du certificat d'enregistrement numéro volume 539 folio 151 portant sur une parcelle de terre située au numéro 7557 du plan cadastral dans la ville de Kinshasa, commune de Gombe, d'une superficie de 40 ar, 12 ar, 69 centiares. D'après cette disposition, si les faits reprochés au prévenu constituent les infractions, c'est l'article 130, constituent les infractions de trahison, de désertion à l'étranger, de détournement des deniers publics ou des effets appartenant à l'État, ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion pour lesquelles les inculpés ne comparaissent pas devant l'officier du ministère public, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire est tenu de mettre sous séquestre l'ensemble des biens de l'équipe. Cependant, dans les cas sous examen, la haute cour militaire relève que l'organe de la loi poursuit les prévenus précités sur pied de l'article 182.1 du Code pénal ordinaire et non sur pied de l'article 128 du Code pénal militaire. Ce qui ne justifie donc pas l'application de l'article 130 du Code pénal militaire relative à la mesure de séquestre des biens du dit prévenu prise par les magistrats instructeurs dans les cas d'espèce. En conséquence, la haute cour militaire ne confirma pas la mise sous séquestre des biens du dit prévenu, tel que sollicité par le ministère public. En définitive, la haute cour militaire note que tous les éléments de preuve analysés ci-haut établissent la matérialité de tous les faits définis. Discussion en droit. Confrontés au droit, les faits ci-dessus articulés sont constitutifs des infractions ci-après. Crime de guerre prévu et puni par l'article 223 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/22 du 31 décembre 2015. Apologie des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité prévus et punis par l'article 206 du Code pénal militaire. Trahison prévue et punie par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire, tel que modifié et complété à ce jour. Complot prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais et tel que modifié et complété à ce jour. Et participation à un mouvement insurrectionnel prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Analysons chacune de ces infractions l'une après l'autre. Des crimes de guerre commis par la coalition AFC M23. La haute cour militaire relève avant tout que par sa décision de renvoi du 15 juillet 2025, l'officier du ministère public n'a pas saisi cette juridiction pour juger les auteurs des crimes de guerre commis par la coalition AFC M23. En effet, il a déféré devant la haute cour militaire le prévenu Joseph Kabila Kabange, au fait d'y être jugé pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer l'exécution de divers crimes de guerre commis par la dite coalition ou en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite alors qu'ils savaient ou auraient dû savoir en tant que responsables ou en raison de circonstances que les membres de cette coalition commettaient ou allaient commettre ces crimes. Cependant, avant d'établir la responsabilité pénale du prévenu susnommé, si le crime de guerre commis par la coalition Alliance Fleuve Congo par M23, il s'est au préalable d'établir en droit que ces crimes
dont la matérialité a été établie lors de l'analyse des faits sont également établis en droit et c'est en application de l'article 223 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/22 du 31 décembre 2015. Il s'agit de crimes de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, viol, déportation, torture, attaque contre le bien protégé. Mais avant tout, il convient de définir ce que l'on entend par crime de guerre. En effet, en vertu de l'article 223 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/22 du 31 décembre 2015, on entend par crime de guerre les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève. L'homicide intentionnel, la torture ou le traitement inhumain, cruel ou dégradant, y compris des expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique, mentale ou à la santé, la destruction ou l'appropriation des biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans des forces d'une puissance ennemie, le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit à être jugée régulièrement et impartialement, la déportation, le transfert illégal ou la détention illégale, la prise d'otages, les autres violations graves des lois ultimes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après, le fait de diriger intentionnellement les attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités, le fait de diriger intentionnellement les attaques contre les biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires, le fait de diriger intentionnellement les attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix, conformément à la Charte des Nations Unies ou à celle de l'Union africaine, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en chassant qu'il causera incidemment des pertes en vie humaine dans la population civile, de blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui serait manifestement excessif par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret direct attendu. Le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, le fait de tuer ou de blesser un combattant qui a déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, de se rendre à discrétion, le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine ou de toute autre organisation internationale, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève, et ce faisant de causer de la perte de vies humaines ou de blessures graves. Les transferts directs ou indirects par une puissance occupante d'une partie de la population civile dans les territoires qu'il occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Le fait de diriger intentionnellement les attaques contre les bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à la culture, à l'art, à la science ou à l'action caritative des mouvements historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés
à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires. Le fait de soumettre les personnes d'une partie adverse tombées à son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques, quelles qu'elles soient, qui ne sont ni motivées par un traitement médical dentaire hospitalier, ni effectué dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé. Le fait de tuer des blessés par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie, le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier, le fait de détruire ou de saisir le bien de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre, le fait de déclarer état suspendu ou non recevable en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse, le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, le fait de procéder à la conscription, à l'enrôlement en cas de conflit armé ne présentant pas de caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août de 1949, les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment les meurtres sous toutes ses formes, les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, les matériels, les unités, les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou humanitaire, de la paix conformément aux chartes des Nations Unies, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire, le fait de détruire, de saisir des biens de l'ennemi, sauf dans le cas où ces destructions sont saisies, ou ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. Les dispositions du point 3 de l'alinéa 1er du présent article s'appliquent aux conflits armés présentant un caractère international et ne s'appliquent donc pas aux situations de troubles, des tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés, les sporadiques, de violence ou les actes de nature similaire. Les dispositions du point 4 ci-dessus du présent code s'appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, actes isolés, sporadiques de violence ou des actes de nature similaire. Elles s'appliquent en revanche aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État à des groupes armés organisés ou qui opposent des groupes armés organisés entre eux. Le crime de guerre est puni de mort. La Haute Cour militaire rappelle de prime abord que les crimes de guerre sont classés par le droit international pénal dans la catégorie de crimes graves, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et des crimes internationaux. Ils sont constitués de 3 groupes d'éléments à l'image du corps humain qui sont les éléments contextuels du crime représentant la tête, les éléments subjectifs du crime représentant les troncs, les éléments de la forme de responsabilité qui représentent les membres, les éléments contextuels du crime qui représentent la tête. S'agissant de l'élément contextuel, il permet de distinguer d'une part les crimes internationaux des crimes ou infractions des droits communs, et d'autre part, de distinguer les crimes internationaux entre eux.
C'est grâce à l'élément conceptuel qu'on peut distinguer les crimes de guerre du crime contre l'humanité ou les crimes de guerre du crime de génocide. Il s'agit donc de déterminer les circonstances dans lesquelles, à l'occasion desquelles, les faits incriminants ont été commis. Le contexte général qui permet de déterminer un crime de guerre est l'existence d'un conflit armé. Autrement dit, le fait infractionnel doit avoir été commis à l'occasion ou dans le contexte d'un conflit armé. Il faut donc qu'il y ait un lien entre l'acte criminel et le conflit armé. Ainsi, pour que cet élément soit établi, il faut la réunion de 4 éléments au sens suivant. L'existence d'un conflit armé interne ou international, le lien entre le crime et le conflit armé, la victime doit être une personne protégée par les conventions de Genève de 1949, l'auteur doit avoir eu connaissance des circonstances du fait établissant l'existence d'un conflit armé. 1a. L'existence d'un conflit armé interne ou international. Un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée, entre États ou entre les autorités gouvernementales et les groupes armés organisés, ou entre les tels groupes au sein d'un État. Il y a une jurisprudence de la Cour du tribunal pénal international de Yougoslavie. La jurisprudence internationale relève que 2 critères doivent être pris en compte pour déterminer l'existence d'un conflit armé, à savoir l'intensité du conflit et l'organisation des parties. Le conflit armé peut avoir un caractère international ou un caractère non international. Lorsque le conflit oppose 2 ou plusieurs groupes armés nationaux entre eux, ou un groupe armé national avec l'armée régulière, on parle d'un conflit armé à caractère non international. Par contre, lorsqu'un conflit armé oppose 2 États ou leurs armées, on parle là d'un conflit armé international. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un conflit armé transnational. En ce que ce conflit armé oppose les forces armées de la République démocratique du Congo à un groupe armé national, à savoir la coalition Alliance Fleuve Congo M23, avec cette particularité que la dite coalition est militairement appuyée par l'armée d'un autre pays, en l'occurrence les forces de défense du Rwanda. Il y a lieu de rappeler que le conflit armé transnational est assimilé en droit au conflit armé international. Pour déterminer l'existence d'un conflit armé, on tient compte de l'intensité du conflit et l'organisation de parties belligérantes. Jurisprudence de la Cour pénale internationale pour le Rwanda. L'intensité de ce conflit se traduit par sa durée dans le temps, soit en cas d'espèce de 2021 à ce jour. L'ampleur de ces conséquences marquées par l'occupation par les rebelles de larges pans de territoire et le déplacement massif de milliers de personnes fuyant les zones de combat, tant ceux-ci sont intenses. Les dégâts matériels et les pertes en vie humaine occasionnés par ces conflits. Quant à l'organisation des parties au conflit, il y a lieu de rappeler ici que le gouvernement congolais, bien qu'ayant engagé beaucoup de moyens, tant humains que logistiques dans ces conflits, ne parvient pas à écraser cette rébellion à cause de l'appui des puissances étrangères qui ont doté celle-ci de moyens matériels très sophistiqués. Le lien entre les crimes et les conflits. La haute communauté relève que tous les crimes reprochés aux éléments de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 ont été commis en rapport ou à l'occasion des conflits armés. Il en est ainsi dans le cas d'espèce de morts et blessés résultant de largage, de bombes sur les camps de déplacés, le meurtre de personnes considérées comme Wazalendo, c'est-à-dire ennemis, le meurtre de 17 civils sommairement exécutés dans la localité de Munzinzi, au sud Kivu, des viols, tortures, déplacement de la population. La 3A, la victime était une personne protégée. La victime, ou du moins les victimes de crimes, doivent être des personnes entrant dans la catégorie de personnes protégées par les paragraphes prévus de l'article 3 commun du protocole 2 des conventions de Genève, à savoir les populations civiles et les civils, les femmes et les enfants,
les populations des territoires occupés, les blessés ou les malades, les personnels sanitaires et religieux, les personnels privés de liberté détenus ou internés, les prisonniers de guerre. Bref, il s'agit de personnes qui ne participent pas au combat ou qui, ayant participé au combat, ne peuvent plus le faire pour avoir été mis hors combat pour raison de blessures, de maladies ou d'immobilisation par l'adversaire. Dans les cas d'espèce, la haute cour militaire relève que les victimes de crimes commis par la coalition Alliance Fleuve Congo M23, notamment le largage de bombes dans le camp de la déportation, le viol, la torture, sont principalement des personnes civiles qui ne prenaient nullement part au conflit. L'auteur avait connaissance de l'existence d'un conflit armé. L'élément intellectuel. Le latiniste appelait ça mens rea. Consiste quant à elle à la connaissance par l'auteur de l'existence d'un conflit armé. Dans le cas d'espèce, puisqu'une connaissance de l'existence d'un conflit armé, le dirigeant de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 proclame et déclare haut et fort qu'ils sont en guerre et ont engagé des hostilités contre l'armée gouvernementale de la République démocratique du Congo pour renverser par les armes le régime de Kinshasa. C'est du reste de cela que, prenant fait et cause pour la rébellion, le prévenu Joseph Kabila Kabange qualifie ces actions comme étant la manifestation ou l'expression des aspirations légitimes du peuple congolais. Propos du reste repris pompeusement par son proche collaborateur Kikaya Bin Karoubi lors d'une interview aux États-Unis. Les éléments spécifiques du crime de guerre commis par la coalition AFC-M23, le crime de guerre stricto sensu. La haute cour militaire note qu'il s'agit ici des actes criminels commis par les éléments de cette coalition avec l'appui de l'armée rwandaise, dans le contexte des conflits armés qui opposent cette coalition à l'armée gouvernementale de la République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo. Aux compatriotes voisins, ces actes ou éléments spécifiques sont punis par l'article 223 du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Ces faits infractionnels sont qualifiés de crimes de guerre parce que commis et liés au contexte des conflits armés. Il s'agit dans les cas d'espèce de l'homicide intentionnel ou le meurtre, le viol, la déportation, la torture, les attaques contre les biens protégés. Point 1. L'homicide intentionnel ou le meurtre comme crime de guerre prévu et puni par l'article 223.1a du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. L'homicide intentionnel ou meurtre est défini comme étant le fait de donner volontairement la mort à une personne vivante et humaine. La doctrine, professeur Kula Bolongo, comme crime de guerre, le meurtre requiert la réunion des éléments matériels et intellectuels ci-après. Les éléments matériels sont doubles ordres. L'auteur a tué une ou plusieurs personnes. Il faut que l'auteur ait causé la mort d'une ou de plusieurs personnes. La jurisprudence internationale a jugé que les éléments du meurtre peuvent être considérés comme réunis quand bien même le corps de la victime ait été trouvé ou non. L'essentiel étant que même en se servant de preuves indirectes, on aboutisse à la conclusion, la seule possible et raisonnable, que la victime est morte. Il y a une jurisprudence Katanga. Par ailleurs, l'accusation n'a pas besoin d'établir l'identité précise de la victime ou de l'auteur. Le TPDR s'est prononcé en ce sens. Dans le cas d'espèce, il ressort des rapports de plusieurs organisations de droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, que à Goma,
3 mai 2004, les rebelles de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 ont donné la mort à 31 personnes. De suite, les éclats de 5 bombes larguées sur le camp déplacés de Lushagala et de Mugunga. Leurs noms étaient cités si haut. Ils ont, dans les mêmes circonstances, le lieu et le temps que de sites, tenté de donner la mort à 21 autres personnes touchées gravement par des éclats de bombes. À Niragogo, le 11 février 2025, plus précisément à Kizibadou, ils ont tué par balle le chef de la dite localité, le nommé Prosper Kimanouka, ainsi que 4 membres de sa famille. À Niragongo, plus précisément dans la localité de Ngani, le 25 février 2025, ils ont donné la mort à 15 hommes, les brûlant vifs dans un bistrot. Ils ont, lors de l'occupation à force ouverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025, ville peuplée de millions de personnes, majoritairement civiles, aveuglement tiré à l'arme lourde et autres armes de tout calibre dans la ville, causant de ce fait la mort de milliers de personnes parmi la population civile. De même, lors de l'occupation à force ouverte de la ville de Bukavu, le 11 février 2025, ils ont donné la mort par balle à plusieurs personnes. Ils ont, dans la localité de Munzinzi, chefferie de Mweshe, territoire de Walloum, dans la province de Sud-Kivu, le 22 juin 2025, en représailles au lot de pertes qu'ils ont subies alors qu'ils tentaient de déloger le FARDC, donner la mort en les exécutant sommairement à 17 personnes, dont 10 ont été identifiés, dont les noms ont été cités ci-dessus. Au motif que ces 10 personnes collaboraient avec les FARDC et les Wazalènes. Les 10 personnes étaient protégées par les conventions de Genève de 1949. L'article 223 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour, dispose: aux fins de la présente loi, on entend par crime de guerre les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un de quelconque acte ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève. Ainsi donc, la victime ou les victimes visées par les actes mortels doivent être des personnes protégées à l'article 3 commun aux conventions de Genève, à savoir les prisonniers de guerre, les blessés ou malades, les personnes sanitaires et religieux, la population civile et les civils, les personnes privées de liberté, détenues ou internées, les femmes et enfants ou la population d'un territoire occupé. Bref, il s'agit de personnes qui ne participent pas au combat ou qui, ayant participé au combat, ne peuvent plus le faire pour avoir été mis hors de combat pour raison de blessures, maladies ou d'immobilisation par l'adversaire. Dans les cas d'espèce, toutes les personnes situées dans la province du Nord Kivu et Sud, telles que mentionnées plus haut, ainsi que celles exécutées sommairement dans la localité Munzinzi, la province de Sud-Kivu, sont des civils et ne participent pas aux hostilités. Quant aux éléments intellectuels, il est dit que l'auteur doit seulement être habité par l'intention de donner la mort à la victime ou de porter une atteinte grave à son intégrité physique malgré le fait qu'il sache que cette personne ne prenait pas part au conflit et qu'elle était par conséquent une personne protégée. Dans les cas d'espèce, la haute cour militaire relève que l'élément moral réside dans le fait que les combattants de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 ont volontairement donné la mort à toutes les personnes que nous avons, à toutes les personnes citées ci-dessus. De ce qui précède, tous les éléments, tant matériels que intellectuels, du meurtre commis comme crime de guerre prévu à l'article 223.1a
du Code pénal congolais tel que modifié, complété à ce jour, étant établi, la haute communauté dira cette infraction établie dans les chefs des éléments de la coalition AFC M23. Le viol comme crime de guerre, article 223.2 et du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. La haute communauté rappelle que le viol est défini par la jurisprudence internationale comme étant une invasion physique de nature sexuelle commise si la personne d'autrui sous l'emprise de la contrainte. Jurisprudence de la Cour pénale internationale de Rwanda. Et le note que pour être établi comme crime de guerre, le viol requiert le réunion des éléments matériels intellectuels, en effet, les éléments matériels qui forment l'actus reus du viol comme élément spécifique du crime de guerre sont la pénétration sexuelle même superficielle d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du corps. L'emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime par une tierce personne. Le comportement doit avoir lieu dans le contexte d'un conflit armé international. Dans le cas d'espèce, la haute communauté faut observer que toutes ces victimes de la barbarie des combattants de la coalition M23, AFC-M23 ont été soumises au rapport sexuel imposé par la pénétration des organes sexuels masculins des combattants de ces derniers dans les vagins de chacune sous menace d'armes pendant la campagne d'agression que menaient ces hommes dans le contexte d'un conflit armé transnational ou international alors qu'ils étaient sous le contrôle et l'autorité du prévenu Joseph Kabila Kabang. Il s'agit notamment de la dame violée devant son fils au camp militaire de Saïd à Bukavu le 11 mars 2025 par 5 éléments M23. La femme est violée au centre de santé de l'âme le 18 mars 2025. Il importe de signaler ici que selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les combattants de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 ont mené une campagne de viol dans les zones occupées. Il est de ce fait établi qu'il est enregistré un cas de viol d'enfants mineurs toutes les 30 minutes. Quant à l'élément intellectuel, la haute cour militaire note qu'il consiste à la connaissance par l'auteur ou les auteurs des circonstances de faits établissant l'existence des conflits armés. En effet, pour la haute cour militaire, il existe selon aucun doute que les éléments de la coalition Alliance Fleuve Congo M23, en posant ces actes de viol, avaient la connaissance de l'existence d'un conflit armé parce qu'ils déclaraient au effort être en guerre contre le régime de Kinshasa. 3b. La déportation comme élément de crime de guerre, article 223.g du Code pénal congolais tel que modifié, complété à ce jour. La haute communauté rappelle que la déportation est définie comme étant le fait de contraindre une personne ou un groupe de personnes à quitter leur lieu de résidence habituel pour un autre, souvent éloigné dans des conditions difficiles, que ce soit dans un but de punition, d'exil, ou de relégation, ou de persécution. Pour être établi, elle note que cette incrimination requiert la réunion des éléments matériels intellectuels suivants. En effet, les éléments matériels consistent en ce que l'auteur a déporté ou transféré une ou plusieurs personnes dans un autre État ou un autre lieu. L'auteur doit avoir poussé une personne ou un groupe de personnes à quitter contre sa volonté ou leur volonté son lieu habituel d'habitation pour se rendre à un autre lieu qu'il n'a pas choisi ou qu'ils n'ont pas choisi. Tel est le cas dans les cas d'espèce des autorités de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 qui ont chassé sans ménagement les déplacés installés dans les cas des déplacés de Bulengo, Bushagala, Kanyarushima, le 9 février 2005, qu'ils ont renvoyés à des destinations inconnues et non désirées ou choisies par ces personnes. La dite ou les dites personnes étaient protégées par une ou plusieurs conventions de Genève. La haute cour militaire relève que dans les cas d'espèce, à part le fait que
ces personnes soient toutes des personnes civiles. Elles sont aussi des déplacés de guerre et des réfugiés, c'est-à-dire des personnes protégées par, entre autres, l'article 3 de la Convention de Genève. Le comportement a eu lieu dans le contexte de était associé à un conflit armé international ou non international. La Haute Cour militaire note qu'il s'agit bien d'un conflit transnational ou international, opposant les éléments de la coalition Alliance Fleuve Congo, M23, Forces armées de la République démocratique du Congo, et aux volontaires de la patrie. En ajoutant que la coalition est appuyée par les forces de défense de Rwanda. Quant aux éléments intellectuels, il consiste en ce que l'auteur et les auteurs avaient connaissance des circonstances des faits établissant ces statuts de personnes protégées. Le responsable de la coalition Alliance pour le Congo M23 savait par le fait que ces personnes habitaient dans le camp des déplacés et ne vivaient que grâce à l'assistance humanitaire, qu'elles étaient des personnes protégées. L'auteur avait connaissance des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit armé. La Haute Cour rappelle que ces éléments ont déjà été examinés lors de l'examen du viol. B. 4b. La torture comme crime de guerre. Article 223.1b du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Est qualifié de torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne au fin notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne de renseignement ou des aveux et de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou sur une tierce personne lorsqu'une telle douleur ou une telle souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite. Ce terme ne s'entend pas à la douleur ou aux autres souffrances résultant uniquement des sanctions légales inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. La jurisprudence et le tribunal pénal international du Rwanda. Pour être établi comme crime de guerre, la haute communauté relève que cette incrimination exige la réunion des éléments matériels et des éléments intellectuels. En effet, les éléments matériels consistent en ce que l'auteur a infligé une douleur ou une souffrance physique ou mentale à une ou plusieurs personnes dans le but notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou de contraindre, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Dans le cas d'espèce, il ressort des rapports de plusieurs organisations des droits de l'homme, notamment celui du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, que les éléments de la coalition AFC-M23, après avoir occupé la ville de Goma, ont instauré la pratique des tortures et autres formes de mauvais traitements pour imposer l'ordre, forcer des personnes à travailler, réprimer toute opposition, extraire des informations. La dite ou les dites personnes étaient protégées par une ou plusieurs conventions de Genève de 1949. Bien entendu, toutes les personnes victimes de ce traitement par les éléments de la coalition Alliance pour le Congo M23 étaient des civils et tous des personnes ne participant pas au conflit. Tel est le cas de l'homme âgé de 22 ans torturé à Bukavu le 13 mars 2025. Le comportement a eu lieu dans le contexte était associé à un conflit armé international. La haute cour militaire renvoie à l'analyse faite précédemment dans l'infraction de viol. Quant aux éléments intellectuels, ils consistent dans la connaissance par l'auteur ou les auteurs d'une part
des circonstances des faits établissant ce statut de personnes protégées et d'autre part des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit armé. La Haute Cour militaire a fait la même analyse que celle faite précédemment. Attaque 5b, attaque causant incidemment de pertes en vie humaine, de blessures et dommages excessifs, article 223.2 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. La Haute Cour militaire note que pour être établie, cette incrimination requiert la réunion des éléments matériels et intellectuels. S'agissant de ces éléments, ils sont constitués d'une part par le fait que l'auteur a lancé une attaque et d'autre part par le fait que cette attaque était telle qu'elle allait causer de pertes en vie humaine et de pertes parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil et des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage concret et direct attendu. Il faut ajouter à ces deux éléments le fait que le comportement a eu lieu dans le contexte était associé à un conflit transnational ou international. Dans le cas d'espèce, la Haute Cour militaire révèle que les éléments de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 ont causé la mort de plusieurs personnes lors des attaques à Goma. En effet, les rapports de Nations Unies exploités lors des audiences signalent que lors de l'occupation à force ouverte de la ville de Goma, à partir du 27 janvier 2025, la ville peuplée de millions de personnes, majoritairement civiles, les éléments ont aveuglément tiré à l'arme lourde et autres armes de tout calibre dans la ville, causant incidemment de ce fait la mort de milliers de personnes parmi la population civile. Quant aux éléments intellectuels, ils sont constitués par le fait que l'auteur ou les auteurs savaient que l'attaque causerait incidemment des pertes en vie humaine, que de blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil et des dommages tendus graves à l'environnement naturel, que cela existe par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. Dans les cas sous examen, les 10 éléments résident dans le fait que le combattant de la coalition Alliance Fleuve Congo M23, malgré le fait qu'il savait que la ville de Goma est majoritairement peuplée par des personnes civiles, ont lancé des attaques dirigées aveuglément intentionnellement à l'arme lourde et largué des bombes qui ne pouvaient inévitablement que causer des morts parmi la population civile non combattante, personnes protégées par excellence. Ils ont donc consciemment assumé ces conséquences en passant outre le respect des principes fondamentaux visant à protéger les personnes non impliquées dans les combats et à limiter les efforts des effets des hostilités, à savoir le principe de distinction, le principe de proportionnalité et le principe de précaution imposé aux belligérants en cas de conflits armés. Cet élément peut également découler du fait que l'auteur et les auteurs avaient connaissance des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit. Ce qui est très évident étant entendu que le combattant de la coalition Alliance Fleuve Congo M23, en tant que combattant, ne pouvait pas ne pas savoir, connaissant la puissance mortelle et la portée des armes utilisées, notamment les armes lourdes et les bombes, que leur emploi dans une ville aussi peuplée entraînerait inévitablement des victimes collatérales et incidentes. De ce qui précède, la Haute Cour militaire dira que cette infraction existe dans le chef des combattants de la coalition APS M23. 2. De la responsabilité pénale du prévenu Joseph Kabila Kabange pour les crimes de guerre commis par la coalition APS Alliance Fleuve Congo M23. Cette matière est prévue à l'article 21 bis du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015 qui dispose: lorsqu'il s'agit de crimes prévus au titre 9 relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, une personne pénalement responsable
si elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne, ou par l'intermédiaire d'une autre personne, et que cette autre personne soit non pénalement responsable. 2. Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime. En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission. Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de la commission d'un tel crime ou par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intellectuelle, cette contribution doit être intentionnelle et selon l'État. Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime. S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à les commettre. Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution, mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque façon l'achèvement ne peut être puni en vertu du présent article ou tentative si elle a complètement et volontairement renoncé